quel moment l'influence des réseaux pro-israéliens prend un contrôle et une importance forte dans ce pays. Alors les réseaux pro-israéliens ont toujours existé en France, ce que certains appellent le lobby sioniste, ont toujours existé, mais les hommes politiques jusqu'à présent résistaient. Sarkozy a été un des premiers hommes politiques français à faire cette cause sienne. Et ça a commencé dans les années 90, il a été maire de Neuilly, qui est une ville communautaire très importante. Il y a beaucoup de Lubavitch en particulier qui sont très sionistes. Et dans cette ville, donc, il s'est, on va dire, familiarisé avec le mouvement sioniste. Et à partir de là, il a vu que c'était un potentiel électoral non négligeable. Et il a commencé à les suivre, si on peut dire. Il a commencé à leur donner un certain nombre de privilèges dans sa ville. Il les a autorisés à fêter à Hanouka en public, la fête des Lumières au mois de décembre, etc., etc. Bon, donc il les a fréquentés de très près. Et à partir de là, il se trouve que les réseaux pro-israéliens au niveau mondial se sont développés et ont voulu avoir de plus en plus d'emprise à partir de la seconde intifada, donc de l'an 2000. Et ça correspond, comme par hasard, avec je dirais, la propre volonté de Sarkozy de se présenter aux élections présidentielles. Il a commencé vraiment à se tailler une réputation de présidentiable dans ces années-là. Et donc, il avait le choix. Soit il suivait, je dirais, la voie tracée par Chirac, à savoir ce qu'on appelait la voie arabe, pro-arabe, la politique pro-arabe de la France, on appelait Chirac l'arabe. Soit, au contraire, la voie sioniste, la voie israélienne. Il a choisi la voie israélienne, qui lui avait bien réussi à Neuilly. Quels sont les réseaux pro-sionistes dans ces pays et de quelle manière ils ont les leviers de pouvoir? Je parlais de la France parce que mon livre c'est essentiellement la France. En France, tout le monde connaît le principal réseau pro-israélien, c'est le CRIF, avec le fameux dîner annuel, qui quand même là, je crois, tout le monde sait ce que c'est, mais que même certains sionistes ou juifs critiquent, et non des moindres, comme Finkielkraut, qui parle de tribunal dînatoire et qui refuse d'y aller. Comme quoi les choses ne sont pas si simples, il y a à l'intérieur des dissensions. Elisabeth Lévy elle-même a critiqué Kuckerman, a essayé de dire à Prasquier, tout le monde a vu cette vidéo sur internet, mais calmez-vous un peu parce que ça fait quand même, on a l'impression que vous êtes le grand inquisiteur, parlez moins fort, vous nous faites du tort. Bon, il se trouve qu'en France, le CRIF représente le principal levier sioniste. Bon. Mais il en existe d'autres. Il y a l'association France-Israël de William Goldnadel, qui est couplée avec l'association Avocats sans frontières, qui attaque en général les gens qui critiquent Israël, comme Edgar Morin et d'autres, lesquels d'ailleurs gagnent souvent, mais au bout de 5 ans ou 6 ans de procédures longues, interminables. Et pendant ces années-là, ils sont donc supposés être antisémites. Voilà des groupes de pression assez importants. C'est pas une pression politique, mais c'est plutôt une pression judiciaire. Il y a pression politique, évidemment, un député français sur 5 qui appartient au groupe parlementaire d'amitié France-Israël, ça me paraît important à connoter. Il y a également au Parlement européen des groupes Europe-Israël dans lesquels on retrouve, alors c'est très étrange, des gens comme M. Gobert, alors bon, qui est un ami de Sarkozy, qui est président de la LICRA, mais également Marine Le Pen du Front National. C'est assez étrange. Je me pose la question, pourquoi? Pour quelle raison va-t-elle dans ce groupe? Est-ce qu'elle a une stratégie particulière? Quel est le besoin? Quel besoin a-t-elle d'aller là-dedans? Si on regarde l'histoire, le premier mouvement rouge-brun de l'histoire, c'est le sionisme. C'est lui qui rassemble à la fois des communistes, si on veut, c'est-à-dire le mouvement des kibbutzim, à la fois des ultra-orthodoxes, des centristes, des démocrates et des crypto-fascistes, si on veut dire. Bon. Eh bien, il est normal qu'en réponse à cela, il y ait des mouvements qui se créent, qui est à peu de choses près la même structure. C'est-à-dire qui rassemblent des communistes, des nationalistes, des gens du centre, etc., des écologistes. Ça me paraît tout à fait logique. C'est une réponse du berger à la bergère, c'est normal. Et puis, n'oublions pas une chose aussi, c'est qu'on répond à une réalité, et que la réalité n'a pas d'idéologie. Et la réalité d'aujourd'hui, c'est l'oppression israélienne. Donc il est normal que des gens de tous les partis, qui sont confrontés à l'horreur palestinienne, se soulèvent. Ce sont des êtres humains, ils voient l'horreur, ils voient ce qui est en train de se passer.
l'idéologie, à un moment donné, elle est transcendée par ce qui se passe, par la justice, par le sentiment de justice. Et les gens de tout parti s'aperçoivent qu'il y a des choses immondes qui se passent. Et donc ils réagissent, quel que soit leur parti. Mais en quoi ce sont des leviers de pouvoir? Ils achètent les autres? Ah non, 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 il ne Comment? s'agit pas d'acheter, il s'agit de faire pression. Encore une fois, c'est l'arme essentielle du sionisme, c'est la guerre des mots, et la guerre des mots, c'est le chantage à l'antisémitisme. Si vous ne soutenez pas Israël, c'est que vous êtes antisémite. Voilà, c'est très simple. À partir du moment où vous êtes antisémite, vous êtes mort sociale, mort familiale, etc. Vous n'existez plus. Vous êtes interdit de fac, vous ne pouvez plus être édité, vous êtes journaliste, vous n'avez plus de papier, c'est terminé. C'est une mort sociale, programmée. Donc il joue là-dessus, c'est un appui. Autrement dit, un certain nombre... Alors, puis il y a évidemment des connivences qui existent. Je montre quand même dans mon livre que un certain nombre d'anciens d'Occident, du mouvement Occident d'extrême droite qui était très atlantiste dans les années 70, se retrouvent comme par hasard aujourd'hui des sionistes militants. Donc raison idéologique aussi, pour un certain nombre d'entre eux. Ils ne sont pas tous, rouillards, je veux dire. Il y a aussi des gens qui croient à ce qu'ils disent, des gens comme Goaz Gun, comme Devedjian et d'autres, Novelli par exemple, sont tous d'anciens militants d'extrême droite, mais qui étaient très pro-américains et qui continuent à l'être, d'une certaine façon. Tu insistes très souvent dans ton ouvrage Oui. en faisant la différence entre le lobby sioniste et le judaïsme général. Et l'antisémitisme, c'est un piège à con. Je veux dire par là que tomber dans l'antisémitisme, c'est une erreur, et c'est une faute politique, et c'est une erreur intellectuelle. C'est parfaitement grotesque. C'est-à-dire que c'est pour quelqu'un qui est antisioniste, c'est vraiment tomber dans le piège qui est tendu par le sionisme. Le problème en France, ce ne sont pas les juifs. Le problème en France, ce sont les sionistes. C'est eux qui empêchent un certain nombre de personnes de parler, de s'exprimer, et ils le font au nom, eux, du judaïsme. C'est-à-dire qu'ils ont repris ce terme de juif, ils la collent partout, et donc toute personne qui sera opposée sera considérée comme un antisémite. En réalité, le CRIF, c'est essentiellement un organe sioniste. Il représente les intérêts sionistes. Ce qu'il n'était pas dans les années 80 quand il est né, hein, enfin je veux dire, quand le dîner annuel du CRIF